Les lumières fluorescentes de la salle d'attente des soins intensifs bourdonnaient avec un bourdonnement stérile et indifférent. Il était 3h14 du matin. L'horloge murale égrenait les secondes de la pire nuit de ma vie. Mon fils de 8 ans, Léo, était sur la table d'opération pour une appendicectomie de routine. C'était censé être une procédure de 30 minutes. Cela faisait 3 heures. Lorsque le chirurgien a finalement franchi les doubles portes, il ne ressemblait pas à un homme qui venait de se battre pour la vie d'un enfant. Il ressemblait à un homme qui venait de terminer un long et fastidieux quart de travail. Il a tiré son masque chirurgical vers le bas, révélant un visage légèrement rouge, ses yeux vitreux flous. La douce et légère odeur de whisky coûteux s'accrochait à lui sous le parfum antiseptique de l'hôpital. « Monsieur Vance, a-t-il dit, sa voix traînant juste d'une fraction de millimètre. Je suis le docteur Thorne. Je suis désolé de vous dire, il y a eu des complications. Votre fils ne s'en est pas sorti. Le monde s'est arrêté. Le bourdonnement des lumières a disparu. Le sol semblait se dérober sous moi. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. J'ai juste fixé du regard, mon cerveau luttant pour traiter les mots. Ne s'en est pas sorti. Appendicectomie de routine. Ne s'en est pas sorti. 3 jours plus tard, après les funérailles, après que l'engourdissement du choc a commencé à fondre en une agonie déchiquetée et insupportable, j'ai trouvé la vérité. Je suis analyste forensique de données pour la SEC. Mon travail consiste à trouver des modèles dans le chaos financier. Je sais comment regarder une feuille de calcul et voir les mensonges cachés dans les marges. J'ai tiré les dossiers médicaux de Léo. J'ai tiré les journaux de personnel de l'hôpital. J'ai tiré les images de sécurité du garage du personnel. Le docteur Harris Thorne était arrivé à l'hôpital 2 heures avant la chirurgie de Léo. Les journaux de l'éthylotest du système de sécurité interne de l'hôpital, destinés aux contrôles ponctuels aléatoires, montraient qu'il avait soufflé un 0,14 juste 40 minutes avant de couper dans mon fils. Il était ivre. Il était si ivre qu'il a entaillé l'aorte de Léo, et dans son état d'ébriété, il n'a pas réalisé ce qu'il avait fait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il avait couvert ça, falsifié le rapport opératoire et blâmé une anomalie vasculaire congénitale. Je l'ai confronté dans le parking de l'hôpital une semaine plus tard. Je lui ai montré les imprimés. J'ai regardé son visage alors que la couleur s'en allait pour être remplacée par un rictus froid et arrogant. « Vous avez une imagination très vive, Monsieur Vance, » a dit Thorne, s'approchant de moi, son haleine sentant la menthe et le vieux whisky. « Mais vous n'êtes qu'un père en deuil. Poursuivez-moi. Vas-y. Le conseil de l'hôpital me possède. Je rapporte 12 millions par an en revenus chirurgicaux. Ils vous enterreront dans des litiges jusqu'à ce que vous soyez en faillite et que vous mendiez dans la rue. Je ne l'ai pas poursuivi. Je suis allé au conseil de l'ordre des médecins de l'État. Je leur ai remis les journaux de l'éthylotest, les rapports falsifiés et les images de sécurité. Le président du conseil, un homme qui jouait au golf avec Thorne tous les dimanches, a regardé mes preuves, a soupiré et m'a dit que c'était peu concluant. Ils m'ont menacé de me poursuivre pour diffamation si j'allais voir la presse. Tous les avocats que j'ai consultés m'ont dit la même chose. Le système est truqué. Il est intouchable. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Ils avaient raison sur la loi. La loi est un bouclier pour les puissants. Mais ils avaient tort sur une chose. Ils supposaient que j'allais le combattre à la lumière. Ils supposaient que j'allais jouer selon les règles d'un système qui avait déjà échoué à mon fils. Je ne suis pas un homme violent. Je ne sais pas comment lancer un coup de poing. Mais je sais comment démanteler une vie depuis l'ombre. Je sais comment tirer un seul fil et regarder une tapisserie entière se défaire. Alors, j'ai passé les 6 mois suivants à faire exactement cela. Thorne vivait une vie d'un luxe obscène. Un domaine de 10 chambres dans les Hantons, une flotte de voitures de sport européennes, une femme qui dépensait 6 chiffres par an en bijoux. Mais son salaire officiel, même avec ses bonus, ne pouvait pas légalement soutenir ce style de vie. J'ai commencé à creuser son empreinte financière. Je n'ai pas piraté ses comptes bancaires. Cela aurait été illégal et traçable. Au lieu de cela, j'ai utilisé l'OSINT et les bases de données des registres d'entreprise. J'ai retracé la propriété de l'entreprise de fourniture de dispositifs médicaux que l'hôpital utilisait exclusivement, Medicor Solutions. Le PDG de Medicor était le beau-frère de Thorne. J'ai recoupé les factures d'approvisionnement de Medicor avec les journaux d'achat de l'hôpital. La marge était de 4000%. Thorne prenait des rétrocommissions massives et illégales pour chaque stent, chaque scalpel et chaque bras de robot chirurgical que son hôpital achetait. Il canalisait l'argent dans une série de sociétés écrans aux îles Caïmans, qui étaient ensuite utilisées pour acheter de la crypto-monnaie. Je ne l'ai pas seulement documenté. J'ai construit un dossier de comptabilité forensique si étanche, si mathématiquement indéniable, qu'il ne pouvait pas être ignoré.
Je l'ai emballé dans un disque dur crypté et je l'ai envoyé anonymement à 3 endroits: la division d'investigation criminelle de l'IRS, la Task Force de fraude aux soins de santé du FBI et la DEA. J'avais également découvert que Medicor distribuait illégalement des analgésiques synthétiques hautement addictifs et non approuvés à la clinique privée de Thorne. La réputation de Thorne était son armure. Il était le chirurgien miracle. C'était. Eau de réussite était publié dans les meilleurs journaux médicaux. Mais je savais que ces chiffres étaient faux. Il transférait tranquillement ses chirurgies ratées à d'autres médecins, ou les classait comme complications préexistantes. J'ai utilisé une vulnérabilité 0D que j'avais découverte dans la base de données des patients basée sur le cloud de l'hôpital, une vulnérabilité que j'étais censé signaler au département informatique de l'hôpital, mais que j'ai gardée pour moi à la place. Je n'ai pas supprimé ces dossiers. Je ne les ai pas altérés. J'ai simplement supprimé les filtres administratifs qui cachaient son véritable taux de mortalité. Ensuite, j'ai écrit un script qui transférait automatiquement ces résultats chirurgicaux réels et non filtrés au New England Journal of Medicine, au plus grand donateur privé de l'hôpital et au département de la santé de l'État. Lorsque le journal a publié un exposé sur l'anomalie Thorne, détaillant un taux de mortalité 4 cents pour cent plus élevé que la moyenne nationale, le cours de l'action de l'hôpital a chuté de 18% en un seul après-midi. Le conseil d'administration, qu'il avait précédemment protégé, s'est soudainement retrouvé confronté à un énorme procès d'actionnaires. Pour se sauver, ils n'avaient d'autre choix que de le sacrifier. Ils ont suspendu ce privilège en attendant une enquête. C'était la partie qui demandait le plus de patience. Le mariage de Thorne avec sa femme, Helena, était le fondement de son statut social. Elle était une socialité de premier plan, la présidente du gala de charité de l'hôpital. Elle croyait être mariée à un dieu parmi les hommes. Mais Thorne avait un secret. Il avait un deuxième appartement en ville. Il avait une maîtresse. Et, plus important encore, il avait une dépendance aux jeux sévères et cachés. Il perdait des millions à des jeux de poker clandestins à enjeux élevés, empruntant de l'argent à des gens qui n'utilisaient pas de banque pour collecter leurs dettes. J'ai passé 3 semaines à cartographier ses mouvements. J'ai trouvé le nom de la maîtresse, Chloé. J'ai trouvé le nom du prêteur sur gage à qui il devait 1,2 million de dollars, un homme nommé Victor. Je ne l'ai pas confronté. J'ai juste mis en place la scène. J'ai envoyé à Helena un email anonyme contenant le contrat de location pour le deuxième appartement, les relevés de cartes de crédit pour les achats de créateurs de Chloé et les photos en haute résolution que j'avais prises d'eux ensemble. J'ai programmé l'email pour qu'il soit envoyé à 8 heures le matin du gala de charité annuel de l'hôpital, l'événement social le plus important de son année. À ce moment précis, j'ai envoyé au spire de Victor les coordonnées GPS de la clinique privée de Thorne, avec une note disant que sa fenêtre de paiement était fermée. Tout s'est écroulé un mardi. J'étais assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue de l'hôpital, buvant du café noir, regardant l'entrée. J'ai vu Thor sortir. Il avait l'air hagard. Sa suspension avait été rendue publique ce matin-là. Il faisait les 100 pas, parlant frénétiquement au téléphone, suppliant probablement le conseil pour une seconde chance. Ensuite, son téléphone a vibré. Il a regardé l'écran et son visage est devenu complètement blanc. C'était Helena. Elle avait vu l'email. Elle avait quitté le gala. Elle était allée au deuxième appartement, avait trouvé Chloé, et dans un accès de rage, avait appelé la police pour signaler une perturbation domestique, exposant accidentellement toute sa double vie aux équipes de nouvelles locales couvrant le gala de charité. Avant que Thor ne puisse même traiter la destruction de son mariage, un SUV noir s'est garé au bord du trottoir. 2 hommes massifs en veste en cuir sont sortis. Ils n'ont pas dit un mot. Ils ont juste attrapé Thor par les bras, l'ont traîné dans l'allée, et le son d'une batte de baseball frappant un os a résonné dans la rue calme. Ils lui ont cassé les 2 jambes. Un message de Victor. Alors que Thorne gisait dans l'allée, gémissant d'agonie, agrippant ses jambes brisées, une voiture de police et une berline non marquée du FBI se sont garées. Les agents sont sortis, enjambant son corps brisé pour lui mettre des menottes aux poignets. L'IRS et le FBI avaient exécuté leur perquisition simultanément. Ses comptes ont été gelés. Ses actifs ont été saisis. Son beau-frère était déjà en garde à vue. J'ai baissé ma vitre juste un peu alors qu'il le chargeait à l'arrière de la voiture de patrouille. Il a levé les yeux, son visage enflé, ses yeux fous de douleur et de terreur. Pendant un bref instant, son regard s'est verrouillé sur ma voiture. Il m'a vu. Il a vu la façon calme et sans émotion dont je le regardais. Il n'a pas ricané cette fois. Il a crié. Il a crié mon nom, suppliant, pleurant, réalisant trop tard que le père en deuil qu'il avait rejeté était l'architecte de sa ruine absolue. J'ai remonté ma vitre, mis la voiture en marche, et je suis parti.
Le docteur Harry Thorne a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour fraude aux soins de santé, racket et homicide involontaire. Sa licence médicale a été définitivement révoquée. Elena a divorcé de lui, a pris les actifs restants non saisis et a déménagé en Europe. Il ne marchera plus jamais sans une canne. Il ne tiendra plus jamais un scalpel. Il ne se sentira plus jamais en sécurité. La loi ne pouvait pas le toucher. Le conseil médical ne pouvait pas le toucher. Même moi, je le pouvais. Parfois, les gens pensent que la justice est un marteau frappant dans une salle d'audience. Ils pensent que c'est un chèque de règlement ou des excuses publiques. Mais la vraie justice, quand le système échoue, ne concerne pas la loi. Il s'agit d'équilibre. Il s'agit de prendre tout ce que les méchants chérissent et de le réduire en cendres, une ombre à la fois. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. Ils avaient tort. Il y avait toujours quelque chose que je pouvais faire. Je devais juste être prêt à devenir le monstre dans l'obscurité pour tuer le monstre dans la lumière.